Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire donc consacré au burn-out et après. On vous l'accorde, hein, un sujet grave, d'actualité. Alors forcément, je vous l'accorde une nouvelle fois, c'est pas le plus drôle pour la soirée, je vous le concède. Mais l'objectif, c'est bien ce soir de pouvoir prévenir plutôt que de guérir, de connaître quelques éléments du burn-out pour mieux s'en protéger. Alors, on va se présenter tout d'abord. Moi, je suis Ludwig Maquet, je suis éducateur spécialisé de formation, formateur en travail social et aujourd'hui consultant formateur en risques psychosociaux et en travail social pour LM Conseil et Formation. Et j'ai le plaisir d'intervenir avec Hélène Melfert, assistante de service social de formation et consultante psychosociale au cabinet d'IA de Sens. Donc, un webinaire ramassé, forcément, quand le sujet est large, on ne pourra effectivement pas tout développer, mais un webinaire organisé en deux parties. Tout d'abord, le burn-out, qu'est-ce que c'est que je vais présenter, et puis Hélène qui prendra effectivement la suite sur rebondir pendant et après le burn-out. Donc forcément deux parties d'une petite demi-heure chacune pour nous permettre effectivement de répondre à vos questions que vous pouvez poser ici dans le chat à côté, qu'on essaiera de répondre en fin de webinaire. Alors le burn-out, c'est d'abord des mots qu'on entend. J'ai sombré, un tsunami, emporté, la chute libre, le chaos. Je suis nul, on a tué mon travail. Je veux en finir. Prendre la route de mon travail, c'est la boule au ventre. Voilà ce qu'on peut un petit peu entendre très rapidement de certaines victimes, effectivement, du burn-out, entre autres. Mais le burn-out, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quels sont les facteurs, les signaux, les conséquences? Et surtout, comment pourrait la rechute? Alors, ce webinaire est enregistré, vous sera disponible effectivement sur les réseaux, vous aurez d'autres infos, de contacts, et je le répète, vous pouvez donc poser vos questions dans le chat. Alors, burn-out, syndrome d'épuisement professionnel. Moi, j'ai tout d'abord envie de remettre effectivement la question du burn-out dans son contexte, dans un contexte de travail. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, le travail, on se rend compte qu'il est en constante mutation, ne serait-ce que par l'évolution et les conditions et les organisations de travail. Et ça augmente effectivement, ça engendre une augmentation des facteurs de risque psychosociaux qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé, à la fois physique et mentale de la personne. Et on sait qu'aujourd'hui, les problèmes de santé au travail augmentent, explosent de manière exponentielle et que ça résulterait en bonne partie des transformations très rapides qui ont été opérées dans le monde du travail. Globalisation des marchés, compétitivité, développement des technologies de l'information, précarité de l'emploi, et j'en passe. Cette pressurisation continue, parce que c'est bien de ça dont on parle, une pressurisation au travail, est liée à un fonctionnement, à une organisation économique, qu'on peut même appeler effectivement aujourd'hui le travail pressé. Ce travail pressé qui effectivement ne permet pas de travailler avec qualité et qui engendre de la souffrance au travail. Alors, sur la souffrance au travail, justement, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, définit cette souffrance au travail, comme je cite, hein, étant une dépression réactionnelle liée à l'organisation et aux contraintes sociales de l'entreprise, et que la croyance que le degré de la dégradation atteint ne peut plus être activement développé signifie l'entrée dans la souffrance. C'est vrai qu'on est en tout cas aujourd'hui dans un modèle de société occidentale qui repose sur un culte de la consommation, et qui impose lui-même une productivité sans cesse croissante, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite. En fait, cette recherche obsessionnelle de l'efficacité et de la rentabilité économique a un coût, en tout cas elle a un prix fort, celui du mal-être au travail, qui s'intensifie avec des pathologies psychosociales qui sont devenues aujourd'hui la principale cause des arrêts de travail dans notre pays. Alors justement, je vous parlais de l'organisation du travail comme étant l'une des principales causes et en tout cas d'un travail qui se transforme. Aujourd'hui, on parle effectivement d'un travail en mode dégradé. D'un travail en mode dégradé, donc qui se dégrade, hein, avec une qualité de travail empêchée. Il faut savoir que justement, cette transformation de l'organisation du travail aujourd'hui, ça repose sur une augmentation et une complexité de la charge de travail, une individualisation du travail par objectif, des entretiens individuels, la mise en concurrence entre salariés,
Une relation beaucoup plus forte aussi au public, en prise directe et à ses demandes. Un certain management gestionnaire également qui est à l'œuvre. Une moindre qualité de travail parce que moins de moyens, tout en maintenant, c'est là le paradoxe, une exigence de rendu et un surplus de tâches. Qu'est-ce qu'on voit aussi apparaître beaucoup? La protocolisation et la bureaucratisation. On en a entendu parler il n'y a pas tellement longtemps, justement, notamment avec les agriculteurs. Une informatisation et des nouvelles technologies de l'information et de la communication à outrance, avec énormément de traçabilité, de contrôle en flux tendu, de reporting, d'environnement numérique de travail, d'agenda numérique. Et puis ce changement permanent, constant, avec une réorganisation constante. Et tous ces modes de fonctionnement, là que j'ai très rapidement évoqués, eh ben, induisent justement des risques psychosociaux, des risques émergents, qu'on appelle donc les RPS, les risques psychosociaux. Je préfère l'appellation de troubles psychosociaux, mais dont l'un des symptômes connus est donc effectivement le burn-out. Alors, le risque psychosocial, très rapidement, on le définit, selon le magazine Préventica, par exemple, comme les éléments qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés au sein de leur environnement professionnel. Et donc, ces risques, je cite, peuvent recouvrir différentes formes, le stress, parmi les plus connus, mais aussi le harcèlement, l'épuisement professionnel et même la violence au travail. Et ils sont la cause de plusieurs maux et pathologies, problèmes de sommeil, dépression, TMS, maladies psychosomatiques, etc. Il faut savoir que finalement, ces RPS se développent quand ils sont au carrefour entre les facteurs de travail, les facteurs sociétaux et les facteurs individuels. C'est vraiment une somme de causalité, de facteurs qui vont développer ces risques psychosociaux. Donc, si on en vient effectivement au thème de la soirée, du burn-out, parmi ces RPS, effectivement, qui nous intéresse aujourd'hui, le burn-out. Ce que j'ai envie de dire, effectivement, peut-être tout d'abord sur le burn-out, c'est qu'effectivement, il est protéiforme. Protéiforme et multifactoriel, comme tous les troubles psychosociaux, finalement, au croisement du travail, de la société et de l'individu. C'est vraiment le cumul de ces causes, comme je viens de le dire, et que justement, aucune personne présente un tableau clinique de burn-out identique, ni même un même schéma caractéristique. On a vraiment des formes différentes de burn-out, d'effondrement en fonction des époques, des contextes, des cultures et des personnes. Donc, c'est possible d'associer ce burn-out effectivement à ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, à ce syndrome de fatigue chronique auquel vont pouvoir s'ajouter des syndromes de dépression, de stress, de troubles anxieux, etc. Ce que je souhaiterais souligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, le burn-out, on le souligne et enfin, on le met à toutes les sauces. Vous allez entendre parler du burn-out familial, du burn-out des adolescents, de la société en burn-out, du burn-out des aidants et j'en passe. Mais c'est qu'effectivement, on l'utilise maintenant à toutes les sauces et trop massivement. Or, le burn-out, c'est exclusivement le contexte professionnel de travail. Le burn-out, c'est lié au travail. Et d'ailleurs, selon la Haute Autorité de Santé, après les affections de l'appareil locomoteur, la souffrance psychique causée ou aggravée par le travail, c'est aujourd'hui la deuxième groupe d'affections d'origine professionnelle qui est décrit dans la population salariée active française. C'est vous dire qu'aujourd'hui, les problèmes de santé effectivement sont la première cause d'absence prolongée du travail. Alors, le burn-out, d'où ça vient? Eh bien, écoutez, on va regarder un petit peu dans le rétro, là, regarder derrière, et on va se rendre compte qu'effectivement, c'est en 1974 qu'Herbert Freudenberger, qui était un psychiatre et psychothérapeute, a publié la première étude justement sur le syndrome d'épuisement professionnel et a décrit le burn-out, donc littéralement la brûlure interne, cramée, comme faisant écho justement à la montée du stress au travail et au phénomène d'épuisement professionnel. Et d'après les premiers chercheurs justement qui ont travaillé sur cet épuisement professionnel, on s'est rendu compte que le burn-out touchait en priorité les professionnels de la relation d'aide, des professionnels engagés et très investis émotionnellement de par leur profession. Parce que d'ailleurs, ce travail d'aide s'inscrit souvent dans les déséquilibres entre les exigences élevées professionnelles et le travail prescrit, et d'un autre côté, les moyens dont on dispose pour réaliser ce travail, c'est-à-dire le travail réel ou empêché. Donc, on a vraiment un déséquilibre exigence par rapport aux moyens, ajouté à cela un fort engagement qui est un facteur clé effectivement de l'épuisement professionnel.
Alors, progressivement, forcément, ce concept s'est élargi jusqu'à concerner tous les secteurs professionnels et tous les salariés. Donc, Fraudenberger, en 1974, définissait comme ça le burn-out. Il parlait de ressources internes qui viennent à se consumer sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. Et Christina Malak, qui est chercheuse en psychologie sociale, en 1976, elle parle d'une incapacité d'adaptation de l'intervenant à un niveau de stress émotionnel continu causé par l'environnement de travail. On a donc, si on essaie de synthétiser toutes les définitions de burn-out que l'on peut avoir, on pourrait résumer le burn-out, comme je cite, le syndrome d'épuisement professionnel, caractérisé par une fatigue physique et psychique intense, générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Et d'ailleurs, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, rejoint cette définition caractérisant le burn-out de sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à des résultats concrets au travail. On a quelques micros qui doivent être allumés et on entend quelques petits bruits de cuisine si nos invités, s'il vous plaît, peuvent fermer leur microphone. Donc voilà, il faut savoir que passer cette mise en contexte et ces premières définitions du burn-out, qu'au-delà de cet aspect théorique, le burn-out, c'est terrible. C'est terrible à vivre pour les personnes victimes du burn-out. C'est terrible à vivre pour les proches, parce que voir son proche sombrer, ne plus se lever, avoir des crises d'angoisse, culpabiliser, voir se faire hospitaliser, vouloir mettre fin à ses jours, c'est quelque chose d'horrible. Moi, je compare ça à un cancer. Je compare ça à une maladie pas incurable, que l'on peut soigner, mais on gardera toujours des cicatrices. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Ça fera partie de votre CV. Alors forcément, le sujet, aujourd'hui, il est grave et je pense qu'il faut être prudent et les prendre avec des pincettes dans les, comment dire, les effets de résonance de ce qu'on peut parler peuvent chez nous renvoyer beaucoup d'émotions, beaucoup de cicatrices, mais on peine à revenir à la vie. J'ai dit revenir à la vie parce qu'effectivement, je compare ça effectivement à une certaine mort, à une mort professionnelle, mais pas que, tant les conséquences peuvent être gravissimes. Alors, le burn-out, souvent on le définit par 3 dimensions. Un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement qui tranquillement va s'installer. Un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de négativisme ou de cynisme qui vont être liés au travail. Et puis une perte d'efficacité professionnelle. En fait, on est une pile. Moi, je prends toujours cet exemple de la pile. Vous prenez votre téléphone, là, en fin de batterie, vous prenez les vieux caméscopes sur lesquels, effectivement, on arrivait dans le rouge et ça commençait à clignoter, mais on est une pile et on est une batterie qui ne récupère plus sous le poids de la fatigue, de la surcharge du travail. Vous savez, cette petite lumière rouge qui clignote, qui tient, qui tient, qui tient, qui tient, jusqu'à s'éteindre. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut repérer ça? Est-ce qu'il y a un peu des signaux? Il y a des signaux d'alerte que la personne victime de burn-out ne voit pas forcément, elle, puisqu'elle est dedans, elle est déjà prise. Mais cette fatigue constante, le repos qui ne répare plus, c'est un signal d'alerte quand on se lève effectivement fatigué, quand les vacances ne suffisent plus, quand le petit arrêt de travail ne suffit plus. La perte de plaisir au travail aussi est un signal. Quand on y va à reculons, avec la boule au ventre, quand il n'y a plus de joie, qu'on fait juste ce qu'il y a à faire. Et puis, le recours aux produits, aux expédients, alcool, drogue, médicaments, pour tenir. Le petit pétard le matin en se levant, là, pour se donner du courage, histoire d'aller au boulot, 2-3 verres le soir aussi, pour décompresser, et puis de plus en plus. Alors, 3 gros signaux d'alerte, certes, mais des signaux faibles et aussi des signaux forts. Pour renverrer au livre de Marie Peset sur effectivement prévenir et soigner le burn-out pour les nuls. Vous y trouverez beaucoup d'autres informations. Mais parmi les signaux faibles qu'on peut un petit peu repérer comme ça, c'est votre manière de travailler. Vous êtes un bon petit soldat, du travail bien fait, vous cherchez la reconnaissance, vous auto-accélérez vous-même. Quel est votre rapport au travail?
Et puis, dans cette auto-accélération vient la surchauffe. Parce que malgré vos efforts, bah, vous n'arrivez pas à tenir vos objectifs, hein, par rapport à la surcharge de travail. Donc un stress qui commence effectivement à être de plus en plus chronique, engrangeant de l'anxiété, de la fatigue, de l'irritabilité, de la douleur, un sommeil perturbé. Ça y est, c'est l'engrenage. Et dans cet engrenage, vous êtes fatigué. Donc moins performant. Donc vous redoublez d'efforts, donc vous redoublez de fatigue. Désocialisation, enfin, vous êtes seul dans votre coin, on ne vient plus forcément vous voir, vous n'avez plus forcément envie d'aller voir les autres, que ce soit votre famille, que ce soit vos collègues, que ce soit dans vos loisirs. Et puis les signaux forts, effectivement, qui vont vous alerter, c'est votre corps qui dit stop. Les troubles et les lésions, les maux du corps, l'eczéma, les maux de dos, les cervalgies, les lombalgies, l'isolement. On ne vous comprend plus, on ne comprend plus votre attitude, on ne vient plus vers vous. J'en parlais, le recours aux produits, drogue, alcool, médicaments, vitamines pour tenir. Et puis cette désillusion. Plus aucun plaisir au travail. Dépassé, désillusionné. Et c'est la chute, l'effondrement, la chute libre. Et sans parachute, hein. Le tsunami, le chaos. Un jour, vous ne vous levez plus. Un jour, vous sortez plus de votre voiture. Un jour, vous buguez devant l'ordinateur. Un jour, c'est le SAMU qui arrive. Alors, on parle généralement de 4 stades d'épuisement professionnel. Très rapidement, une fatigue qui ne disparaît pas au repos. Comme je le disais, hein, votre corps réagit au stress à travers la libération d'hormones. Hein, là, l'organisme reste effectivement dans les limites physiologiques et on tient. Sauf qu'effectivement, le deuxième stade, évolution vers un certain surmenage, on prolonge l'effort, on est dans une phase d'alarme, de résistance, mais on gère, on s'adapte, c'est normal, on est en haut, on va tenir, on s'opposera plus tard. Et puis une évolution pathologique, troisième stade, et l'apparition de troubles, phase d'épuisement, de recours aux produits, je le disais, pour tenir, avec des capacités d'adaptation physique et psychique de l'organisme qui commencent à être débordées. Et là, vous êtes dans un état de stress chronique installé. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je dis, on a toujours des phases d'excitation, des phases de repos, et on gère et on tient. Le burn-out, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ce stress chronique, on est sur la ligne et on chute. L'organisme, HS, destruction des mécanismes régulateurs, dommages irréversibles, chaos. Alors, une fois qu'on en est là, bah, effectivement, c'est bien gentil de pouvoir décrire effectivement tout ça. C'est bien gentil de constater impuissant son collègue tomber. C'est bien gentil de voir effectivement son compagnon ou sa conjointe tomber et de ne pas savoir quoi faire. Donc, c'est comment on repère. Quelles sont les causes, les facteurs de risque? Bah déjà, il faut savoir qu'effectivement, le syndrome d'épuisement professionnel, donc burn-out, on commence à le comprendre là, maintenant, à ce moment du webinaire, que c'est la rencontre entre un individu et une situation de travail dégradée. D'ailleurs, l'organisation du travail est mise en avant, c'est vraiment un facteur clé de risque psychosociaux par toutes les enquêtes sociales, que ce soit Summer ou de la DARES. Et tous les travailleurs, on le sait, traversent des périodes d'épuisement et sont dans des situations de stress chronique. Donc c'est là aussi un important facteur de vulnérabilité, mais ce n'est pas le seul. Et puis, je le dis depuis le début, hein, l'épuisement professionnel, c'est vraiment la conséquence de différents facteurs. Et justement, encore là, de nombreuses études ont pu souligner justement le rôle des facteurs suivants, comme la surcharge de travail, la pression temporelle, la déstructuration organisationnelle, le management délétère, mais aussi le faible contrôle sur son travail, le manque d'autonomie, l'insécurité de l'emploi, les faibles récompenses ou reconnaissances par rapport effectivement à ces efforts développés, le manque d'équité, les conflits de valeurs, la dissonance éthique ou la souffrance éthique même, tout ce qui est demande contradictoire, injonction paradoxale engendrant de la perte de sens et de valeur, et la manque de clarté dans les objectifs, dans les moyens pour atteindre sa mission. Alors, comme on le disait au début, certes, il faut retenir que le burn-out touche essentiellement, ou en tout cas en priorité, hein, des personnes fortement engagées dans leur travail par le choix de leur profession et le sens qu'ils y donnent. Hein. C'est pour ça qu'on parlait de certaines professions de la relation d'aide où la charge émotionnelle
est lié, que c'est un facteur supplémentaire, hein, mais il y a aussi besoin des fois de reconnaissance et de qu'est-ce qu'on va chercher par le travail. Alors, il y a aussi, il ne faut pas les exonérer, des facteurs individuels à prendre en compte, par les antécédents familiaux, personnels, des traits de personnalité, mais il ne faut surtout pas exonérer les facteurs de risque au travail parce que c'est trop facile encore aujourd'hui de psychologiser l'individu, de pointer du doigt en disant il est fragile, il n'a pas tenu, il ne gère pas son stress. Non, l'organisation du travail, collectif de travail, qui sont effectivement en priorité facteurs de risques psychosociaux et de burn-out. Alors, maintenant qu'on a évoqué les facteurs, forcément, conséquences. Le burn-out, ce n'est pas une maladie mentale. D'ailleurs, ce n'est pas reconnu comme une maladie. Ça arrange bien les choses. C'est un ensemble de symptômes résultant de la dégradation, je l'ai dit, et du rapport qu'on a au travail, qui peut se traduire par des manifestations plus ou moins importantes et surtout s'installer progressivement. On ne fait pas un burn-out du jour au lendemain. On a mis les graines. C'est évolutif. Donc, il faut vraiment regarder, en fait, du côté du travail plus que de la personnalité. Alors, différents symptômes, effectivement, de la personne victime de burn-out, des symptômes émotionnels, ce sentiment de vide, d'impuissance, de perte de confiance en soi, d'irritabilité, de pessimisme, cette attitude bureaucratique, mais aussi des conséquences cognitives, avec des difficultés de concentration, d'indécision, tout ce qui est difficulté à faire des opérations simples, votre qualité de travail aussi qui va effectivement être altérée. Et puis des symptômes physiques également. Cette fatigue généralisée, les maux de tête, les maux de dos, tout ce qui est tension musculaire, tout ce qui est troubles du sommeil. Et puis on va ajouter aussi des conséquences qu'on appelle interpersonnelles et comportementales. Tout ce qui va être repli, isolement, repli sur soi, agressivité, l'impulsivité, la baisse de l'empathie aussi envers l'autre, tout ce qui est conduite addictive également pour tenir. Et donc des conséquences motivationnelles et sur l'attitude négative envers le travail des autres, se désengager soi-même du travail. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi tout ce qui est attitude mortifère. Tout l'état, effectivement, dépressif, tout ce qui est idée noire, tout ce qui est phénomène d'autodestruction, voire de suicide. Parce que c'est bien effectivement de ça dont il s'agit et il ne faut pas effectivement avoir peur des mots parce que c'est réellement, réellement ce qui se passe, réellement ce que l'on observe chez les personnes qui peuvent être victimes de burn-out, même si encore une fois, un burn-out n'est pas identique à un autre. Mais ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de vouloir en finir, ce sentiment de se sentir nul, qu'on nous ait tué le travail, peut conduire effectivement à des passages à l'acte suicidaire. Donc, on le voit bien, hein, que cette symptomatologie du burn-out, c'est complexe, multifactoriel, peu spécifique, s'accompagnant effectivement de syndrome dépressif ou d'anxiété. Alors, comment on va repérer tout ça? Parce que c'est bien beau. Une fois qu'on a posé le contexte, qu'on a parlé de l'organisation du travail, prioritairement comme facteur de cause du burn-out, qu'on a vu quelques conséquences dramatiques effectivement du burn-out, comment on évite? Comment on repère? Comment on peut avoir une petite démarche diagnostique? Je l'ai dit en début, ce sera forcément incomplet quand on essaie de synthétiser le sujet, mais déjà au niveau individuel, au sein de l'entreprise, moi j'ai envie de dire que la vigilance, de faire attention aux uns, aux autres, concernant tous les signaux à repérer chez un salarié est importante. Que justement, de repérer ce repli sur soi, les changements dans l'attitude, le désinvestissement de quelqu'un au travail, un désengagement inhabituel, bah ça, tout ça, c'est autant de signaux qui doivent interpeller l'entourage professionnel. Alors bien sûr qu'une démarche diagnostique, avec la recherche des facteurs de risque pour repérer les pathologies sous-jacentes, et que ce risque suicidaire, effectivement, il doit être évalué. Et que l'analyse, là encore une fois, des conditions de travail, c'est une priorité. Et donc, il va falloir effectivement analyser le système de la personne en souffrance, ses manifestations cliniques, ses conditions de travail et, en complément, les éventuels facteurs de susceptibilité individuelle. Mais j'ai envie de dire que collectivement, les mesures de prévention doivent être prises pour faire diminuer dans chaque entreprise, dans chaque institution,
les exigences professionnelles sur les salariés et d'augmenter toutes les ressources à leur disposition, moyens humains et matériels, recherche de sens, espace collectif de parole, remettre du collectif, c'est essentiel, remettre du lien dans une société, dans un monde du travail où on a cassé le collectif, où on a individualisé effectivement les relations au travail, c'est essentiel. La reconnaissance aussi, tant salariale que symbolique, c'est important. Être cohérent, mettre de la cohésion, permettre au salarié d'avoir de l'autonomie, de lui faire confiance, être en capacité d'avoir des espaces de régulation et d'avoir un management bien traitant. Alors, j'ai aussi envie de parler des obligations très rapidement de l'employeur. Parce qu'aujourd'hui, l'article 4121 du Code du travail dit que l'employeur prend et met en œuvre les mesures de protection au travail. C'est aussi la loi. Il ne s'agit pas de faire ça sans loi. Aujourd'hui, il y a une loi. La loi Rebsamen de 2015 aussi. L'accord national professionnel de 2013 sur la qualité de vie et les conditions de travail encadre aussi la prévention qui est une obligation légale de chaque entreprise. Et puis, il y a la loi santé au travail aussi de 2021 avec le décret du 31 mars 2022 qui encadre justement la qualité de vie et les conditions de travail pour favoriser effectivement la prévention des risques psychosociaux et des maladies professionnelles. Donc, ça vient pas, ça vient de loin, mais c'est encadré. Donc, ce repérage collectif, il est aussi réalisé par une équipe de santé au travail. Hélène en parlera mieux que moi. Les CE, les CSSCT, les médecins du travail, qui coordonnent forcément tous les ensembles de signaux qui sont liés au fonctionnement de la structure et qui sont liés à la santé et à la sécurité des travailleurs. Connaître ses droits, connaître la loi, c'est effectivement un grand atout. Et puis, il va falloir prendre en charge les personnes atteintes du burn-out. Traiter le trouble identifié et agir sur le contexte socio-professionnel à l'origine du trouble. Hélène en parlera mieux que moi sur les arrêts de travail, sur les orientations vers des professionnels, sur l'analyse du poste et des conditions de travail indispensables, sur tout ce qui est actions de prévention qui sont préconisées, notamment pour aider les patients dans les démarches médico-administratives. Et puis, la petite parenthèse que je souhaitais faire aussi, c'est sur les aidants familiaux. Parce que j'en parlais effectivement en introduction, sur le fait que burn-out emporte tout sur son passage, la victime même, mais aussi effectivement les vagues dans l'entourage, dans les enfants qui disent « Mais pourquoi maman, elle est couchée? Pourquoi papa, il sort pas de sa chambre? Pourquoi elle pleure tout le temps? Pourquoi elle crie ?» Et cet arrêt de travail va aussi amener à de la reconversion parfois, ou à une évolution professionnelle. Donc on voit bien que les proches, les aidants familiaux, sont touchés de plein fouet par effectivement aussi le burn-out et qu'on ne parle pas assez de la famille qui est en première ligne aussi à subir de plein fouet les dommages collatéraux. Alors, et après? Et après, avant de passer la parole dans quelques minutes effectivement à Hélène, on parlera du retour au travail qui doit être préparé. Hélène vous en parlera mieux que moi sur les visites de pré-reprise. Mais il faut aussi pouvoir s'outiller de mesures préventives de base, être à l'écoute de ses symptômes, se connaître soi, avoir du soutien social, questionner l'organisation du travail, apprendre à dire non, se donner du temps, avoir des espaces de parole, remettre du collectif, de la solidarité, du lien social finalement dans l'institution, dans l'entreprise. Et puis, puisqu'il va falloir que j'en arrive à ma conclusion, s'il y a des pathologies liées au travail, c'est bien qu'il faut s'interroger sur le travail, non? Aujourd'hui, on sait que le coût des pathologies psychiques et physiques liées au travail explose, que le nombre d'accidents et de morts au travail explose, que le stress et les risques psychosociaux n'ont jamais été aussi élevés. Donc, c'est peut-être bien qu'il faut questionner le travail, non? C'est peut-être pas essentiel. C'est quoi le travail? Qu'est-ce que travailler? Est-ce que le travail, c'est un objet d'émancipation? Est-ce que c'est un objet d'aliénation? Quel sens on met au travail? C'est quoi son utilité? C'est quoi sa place fondamentale du travail dans la société et dans notre vie? Est-ce qu'on doit vivre de son travail ou survivre de notre travail? Donc vous voyez bien que le burn-out, à travers toutes ces questions, est une des pathologies du travail. Et on doit le remettre effectivement dans ce contexte qu'est le travail. Mais ça, on ne va pas trop avoir le temps de le développer ce soir. Ce sera donc pour un autre moment, puisqu'il faut conclure maintenant en disant que forcément, ça a été de manière très ramassée. Vous pourrez
écouter à nouveau ce webinaire et aller plus loin, effectivement, dans la connaissance et l'approche du burn-out, moi, j'ai envie de vous dire de sortir couvert. C'est un petit peu comme la pub d'antan, hein, de vous protéger pour protéger les autres. Parce que protéger les autres, par principe, comme le dit encore Marie Peset, c'est ce qui lui arrive peut nous arriver. Donc, c'est connaître ses droits. Parce que faute de les connaître, le salarié est en danger. En fait, tout le monde est concerné, sur toute la ligne. Les salariés, les cadres, les directions. En fait, on est tous dans le même bateau. Et donc, c'est pas possible aujourd'hui de pouvoir souffrir du travail, de tomber malade à cause du travail, de mourir du travail. Alors moi, s'il vous plaît, protégez-vous. Merci. Et je vais passer la parole, effectivement, à Hélène. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ben merci Ludwig, c'était très, très complet. Puis on sent voilà, un investissement sur le sujet. Tout le monde m'entend bien? Ouais, on m'entend bien? Très bien, merci. Oui. Ok. Bon, bah merci. Donc je reprends voilà la suite. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu disais sur c'est quoi le travail. Je pense qu'effectivement là, ça ferait presque l'objet d'un autre webinaire parce que c'est vraiment une question centrale. Il y a eu pas mal d'ouvrages d'ailleurs, que c'est ton du travail là dernièrement qui est sorti, parce que effectivement, qu'est-ce qu'on met derrière le travail? Souvent il y a des confusions entre travail et emploi. Enfin, il y a plein de choses à dire sur ce vaste sujet Ta que caméra, j'aime Hélène. beaucoup. Ah, ma caméra n'est pas mise? Ah, Et là? Non, moi, je ne te vois pas. Mais ça... Ah, bah voilà, ça va mieux. Je t'en prie, Et à ça y toi. est, c'est parti. Ok, bon, bah du coup, je vais moi sur mon sujet. Donc, j'ai fait le choix de prendre un petit support. Hop. Est-ce que bureau, est-ce que ça va marcher? Ça, c'est une bonne question. Alors, je m'excuse, hein, je ne suis pas une pro du webinaire. Ça, c'est les visios. Hein. De toute façon, depuis le Covid, on a l'habitude du distanciel. Bureau, fenêtre, parcourir, voilà, c'est ça. Eh bien, je n'arrive pas à mettre mon truc. Ça ne marche pas. Donc, ça Tu vas nous le faire en live. Eh ben, je vais faire en live, sinon c'est dommage, j'ai un bon support. Bah, à la limite, moi, je vais me mettre sur mon support pour l'avoir en tête. Donc, l'idée, en tout cas, c'était de voilà, l'intitulé de l'intervention là que je souhaitais faire, c'était sur rebondir après un arrêt de travail pour épuisement professionnel. Donc, de quelle place je vais parler en fait? Moi, je suis assistante sociale de formation initiale et j'ai travaillé principalement, à la sécurité sociale pendant pas mal d'années. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes en situation d'arrêt de travail et notamment de personnes en situation d'épuisement professionnel. Ça en faisait partie, pas que, mais voilà, ça m'est arrivé d'en rencontrer, de les accompagner aussi. Et puis, je parle aussi à titre voilà, individuel, personnel, pour avoir connu aussi voilà, deux périodes d'épuisement professionnel. Donc, voilà, c'est un peu la double casquette, on va dire. Et puis, je me forme actuellement aussi, là, depuis quelques années maintenant, à la psychologie du travail. Donc j'ai, voilà, en tête voilà, les approches en psychopathologie, en clinique, et cetera. Donc l'idée, c'était de faire un petit condensé de tout ça, pour pouvoir, alors attendez, je fais rentrer quelqu'un qui a hop, voilà, comme je gère aussi l'entrée. C'était de vous faire un petit panel, donc voilà, de quoi on va parler? On va parler du parcours durant l'arrêt de travail, donc du moment malheureusement où l'épuisement professionnel fait que, on n'a pas d'autre choix que de s'arrêter ou en tout cas ça peut être aussi notre médecin traitant qui ne nous laisse pas le choix, hein, de s'arrêter. De parler aussi également des acteurs pendant l'arrêt de travail parce que parfois on peut être un petit peu perdu par rapport à tout ça et sur les différents leviers qu'on peut activer aussi, durant l'arrêt de travail. Donc quand on est en arrêt, généralement, voilà, on se retrouve dans une situation où, alors déjà on est épuisé effectivement, hein, comme le disait Ludwig, il y a la question de, voilà, de l'état de santé, qui prime. Donc, il y a effectivement des épuisements professionnels, donc on va avoir, voilà, des formes de décompensation avec des personnes qui, voilà, brutalement effectivement vont pas pouvoir se lever le matin, d'autres, voilà, vont avoir, on va dire une charge cognitive telle que la réflexion ne sera plus envisageable.
Donc voilà, on va avoir des manifestations soit cognitives, soit physiques, parfois les 2. Il y a vraiment, différentes formes. Donc là, on se pose, tout d'un coup, plein de questions, par rapport, voilà, à la suite. Donc ce qui est important de dire effectivement, c'est qu'il y a des épuisements professionnels et que de toute façon, dans la reconstruction, dans le rétablissement, on ne peut pas faire l'impasse sur le temps du soin et le temps de la reconstruction. Alors souvent la question des personnes, c'est: «Mais combien de temps, ça va prendre?» Voilà, alors, parfois il y a des personnes, on leur a dit: «Ça va, voilà, c'est au minimum 1 an, c'est au minimum, 6 mois» et cetera. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a pas de règle, en fait, hein. Voilà, on est tous, différents, on est tous des êtres singuliers, on a tous rencontré des situations de travail, voilà, différentes des unes et des autres et ça serait, trop réducteur, voilà, de dire, même si, voilà, c'est vrai que la sécu, on sait, hein, dans l'encadrement des arrêts de travail, vont dire une lombalgie, ça va être, 3 semaines d'arrêt maximum, voilà, une fracture de la cheville, bon là, on va estimer que c'est à peu près 3 4 mois. La difficulté sur, l'épuisement professionnel, en tout cas sur le burn-out, c'est de pouvoir déterminer, exactement et ça aussi pour beaucoup de troubles psychiques malheureusement, bah, la durée, que ça va prendre puisqu'on est tous, différents et on n'a pas tous les mêmes ressources aussi, externes, internes, pour rebondir. Donc ça, c'est vraiment une chose importante dès le départ, c'est de se dire, que, chaque parcours est singulier. Chaque parcours d'arrêt de travail et de rétablissement. Donc on va être sur des temporalités, forcément différentes. Et aussi la situation d'arrêt de travail va avoir des effets d'interdépendance, si je puis me permettre le terme, avec différentes sphères de la vie, personnelle. Donc, Ludwig a évoqué aussi, hein, l'impact sur la famille. L'arrêt de travail va entraîner des questionnements, par rapport, voilà, aux démarches administratives. Parfois, l'arrêt va avoir des conséquences économiques. Hem voilà, il va y avoir plein de choses qui vont rentrer en compte, dans l'arrêt et qui peuvent aussi, complexifier plus ou moins, la question du rétablissement aussi. Voilà ce que je puis dire. Donc l'arrêt de travail, heu, ce qui est important de dire, du coup, on distingue en fait dans les arrêts de travail, l'arrêt de travail pour accident du travail. Donc là, je me positionne, hein, sur le droit français. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans d'autres contrées. On parle soit d'accident du travail, soit de maladie professionnelle ou d'arrêt maladie simple, dans le cadre des arrêts, de travail. Donc la difficulté pour l'épuisement professionnel et Ludwig l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il y a pas de reconnaissance, par la caisse primaire, heu, du burn-out ou de l'épuisement professionnel à proprement parler en tant que, maladie professionnelle. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des listes de maladies professionnelles au niveau de la sécurité sociale et effectivement, le burn-out aujourd'hui n'en fait pas partie. Alors le déclarer en accident du travail, c'est pas possible dans le sens, où s'il y a pas un événement particulier, singulier, à un moment donné, qui fait que, le trouble psychique finalement, heu, voilà, est la résultante, voilà, de cet événement, c'est un peu compliqué. L'épuisement, on voit bien, on est dans un processus, qui prend du temps, qui s'installe progressivement. Donc on serait plutôt de l'ordre d'une maladie. Donc souvent c'est un arrêt de travail pour maladie simple qui est prescrit dans un premier temps. Mais il est important de savoir que c'est tout à fait possible quand même, si à un moment donné, voilà, vous estimez qu'effectivement cette phase d'épuisement est vraiment à proprement parler liée aux conditions de travail auxquelles vous avez été, soumis, de faire une demande de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire. Donc c'est important de le savoir. Parfois, quand on est en début d'arrêt, on n'est pas du tout, en capacité de se poser ce genre de questions. C'est important de savoir aussi que à partir du moment où vous avez été en arrêt de travail, vous avez, 2 ans, même à l'issue d'arrêt de travail, pour faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc toujours se dire que ce n'est jamais trop tard non plus, d'en faire la demande, parce que parfois,
quand on est dedans, on est dans la culpabilité, on n'a pas envie, voilà, forcément d'entrer en conflit parce qu'on sait très bien aussi, ce que peut, voilà, aussi invoquer, la reconnaissance en maladie professionnelle en termes de responsabilité pour l'employeur. Donc voilà, on peut être aux prises avec tout ça, donc sachez que ce n'est jamais, non plus trop tard et que vous pouvez tout à fait aussi, vous faire accompagner ou prendre en tout cas des conseils auprès d'un avocat, spécialisé en droit du travail, sur, ce type de questions. Voilà, donc ce qui se passe aussi pendant l'arrêt de travail, donc il y a la question quand même qui prime, c'est la question, déjà du soin. Donc ce temps-là, c'est un temps, quand même, dédié, au repos. Et le repos, ben, on va plus ou moins récupérer, des forces en fonction de, bah, voilà, de sa singularité aussi. Il y a pas de règle non plus. Il y a des personnes qui vont, voilà, recharger la batterie, un peu plus, rapidement et pouvoir se mettre en action plus rapidement, d'autres un peu non, un peu moins. Et ce qui est important aussi, sur cette question de culpabilité et souvent c'est là où les personnes, voilà, ça peut être culpabilisant, c'est de se dire que, voilà, il y a pas de règle, heu, sur, voilà, combien de temps ça doit prendre, que si à un moment donné notre corps, il nous dit qu'il faut qu'on dorme et ben, il y a pas de culpabilité à avoir, c'est peut-être qu'il faut qu'on dorme. C'est vrai qu'on navigue souvent aux prises entre, «Il faut que je me mette en action sinon, je vais complètement me» entre guillemets, «me désinsérer de la vie professionnelle et du monde», et en même temps, on a notre corps qui nous dit qu'il faut qu'on se repose. Donc, voilà, c'est la question du lâcher prise, qui à un moment donné est fondamentale et parfois la plus difficile, mais elle est essentielle pour pouvoir, voilà, complètement se concentrer sur sa récupération. Au niveau de l'arrêt de travail, la difficulté qu'on rencontre souvent, que ce soit d'ailleurs en épuisement professionnel ou tout type de motif d'arrêt de travail, c'est qu'on se retrouve à rencontrer plein d'interlocuteurs différents. Alors on a notre médecin traitant qui va nous prescrire l'arrêt de travail. Après, on va avoir le médecin parfois de la sécu qui nous convoque, pour vérifier si notre arrêt de travail est justifié. On va avoir le médecin du travail, on va rencontrer le psychologue, on peut aussi être amené à rencontrer un psychiatre dans le cas d voilà, où il serait nécessaire, de prendre un traitement pour se rétablir. Ce qui est important justement, c'est vraiment de sécuriser son parcours assez rapidement. Et sécuriser son parcours, ça veut dire quoi, d'arrêt de travail? Ça veut dire, bah, déjà de se dire: «Bah, bon, quelle est ma situation administrative? Je suis salarié, du régime général. Est-ce que je suis fonctionnaire? Est-ce que, je suis demandeur d'emploi?» Tout ça va permettre déjà, d'éclairer un petit peu sur, quels vont être les interlocuteurs à solliciter pendant mon arrêt de travail. Hein, puisque, ben, en fonction, de si on dépend de la fonction publique ou si on dépend du régime général, par exemple, on ne va pas avoir affaire au même médecin du travail. Fonction publique, on va parler d'un médecin de prévention. Au régime général, on va parler du médecin du travail qui sont souvent, du coup, heu, indépendants dans des associations, de services de santé au travail. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Au niveau médical, justement, de repérer quels sont les rôles des différents médecins. Le médecin traitant, si vous voulez, ça va être ou même votre spécialiste, ça peut être aussi un spécialiste, un psychiatre par exemple. Heu, Ça va être vraiment l'interlocuteur privilégié de votre parcours de soins. C'est-à-dire que lui, il va être prescripteur de l'arrêt de travail. C'est souvent la personne, bah, que vous rencontrez au moment malheureusement où vous êtes, le plus mal, et qui va aussi, du coup être en charge de renouveler les arrêts de travail. Le médecin du travail, lui, c'est votre interlocuteur privilégié dans le cadre, on va dire de la reprise du travail, hein, de lien avec l'entreprise. C'est vraiment le médecin qui est à l'interface entre vous et votre travail. Donc ça, c'est pareil, si vous êtes demandeur d'emploi, au moment de l'arrêt de travail, la question du médecin du travail ne se pose pas puisque vous n'êtes pas salarié et que vous n'êtes pas attaché à une médecine du travail. On a ensuite le médecin conseil. Le médecin conseil, lui, c'est le médecin de la sécu, qui est indistingué aussi parfois des médecins experts, et là on nous rajoute encore une autre forme de médecin, qui eux, en tout cas, sont souvent, mandatés par les caisses de prévoyance. Parce qu'il faut savoir que quand on est en arrêt de travail, heu, qui se prolonge en tout cas, donc on va appeler plutôt arrêt de travail de longue durée, il se peut qu'on bénéficie, qu'on ait accès à un complément, de salaire, qui
par les caisses de prévoyance. Donc, c'est des caisses de prévoyance auprès duquel notre employeur cotise. Et à ce titre, l'employeur a toute légitimité, ou la caisse de prévoyance également, de mandater un médecin expert qui peut contrôler si l'arrêt de travail est justifié ou non. Donc ça, c'est à distinguer du médecin conseil de la sécurité sociale, qui lui est mandaté par la caisse primaire sur voilà, des contrôles d'arrêt de travail. Alors là, c'est pareil, souvent les personnes me disent, ont pu me dire: «Bah, j'ai pas été convoquée, je comprends pas, j'ai jamais vu le médecin de la sécu», ou à l'inverse: «J'ai été convoquée 3 fois». Ce que je peux dire, c'est qu'il y a pas vraiment de règles, instaurées. Il y a des règles qui sont inhérentes à la caisse primaire dont on n'a pas connaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, la caisse primaire, va avoir pour consigne, d'instaurer des contrôles, à 3 mois d'arrêt, pour justement des lombalgies, qui duraient un peu trop longtemps. Donc il y a une forme quand même aléatoire des contrôles, donc ne pas s'inquiéter si vous n'êtes pas convoqué par le médecin conseil, c'est pas une obligation systématique. Ça le devient quand il y a des demandes éventuellement, d'évaluer un taux de séquelles ou des choses comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'est pas dramatique et pas inquiétant si vous n'avez pas été convoqué. Si vous l'êtes un petit peu plus, ça veut dire qu'effectivement, peut-être que le médecin conseil se pose des questions. Ce qu'il va vérifier lui, le médecin de la sécu, c'est est-ce que vous êtes bien dans une dynamique de soins et de reconstruction pendant votre arrêt de travail? Est-ce que, par exemple, vous allez voir un psychologue? Est-ce que, vous avez vu un médecin psychiatre? Est-ce que vous prenez un traitement? Voilà. Il va essayer d'évaluer en termes d'évolution, il va évaluer si vous êtes bien dans une dynamique de rétablissement et que vous mettez tout en œuvre pour vous rétablir. Voilà. Après, la question de la durée, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que si on arrive sur un arrêt de travail avec quelqu'un qui est en arrêt depuis plus de 6 mois et qui, par exemple, n'a jamais vu de psychologue pour, la question d'un épuisement professionnel, ça peut mettre un petit peu en alerte le médecin conseil en se disant: «Mais là, en termes de soins, qu'est-ce qu'on a mis en place?» Donc voilà ce que je peux dire, en tout cas pour les différents médecins. Et après, on a le médecin donc de la maison de l'autonomie qui lui va statuer plutôt sur, voilà, des demandes éventuelles de reconnaissance, de restriction de capacité de travail. Là, on bascule plus sur le champ, du handicap. Voilà en tout cas pour les différents interlocuteurs médicaux qui sont, voilà, importants. On s'y perd un peu parfois, et donc c'est toujours voilà, essentiel de bien resituer où se situent les fonctions des uns et des autres et de leur champ d'action. Bah, je vous redonne un exemple, hein. Par exemple, le médecin conseil, ça m'est arrivé de recevoir des personnes qui me disent, «Bah, le médecin conseil, m'a dit, je peux reprendre le travail. Mais je comprends pas, le médecin du travail me dit que je peux pas reprendre». Et là, on voit bien qu'on a un discours différent. Pourquoi? Parce que les 2 médecins, le médecin conseil et le médecin du travail, ne se situent pas au même endroit. Le médecin conseil, lui, il va estimer: est-ce que l'arrêt de travail est justifié? Est-ce qu'on est toujours dans une démarche de soins? Est-ce qu'en tout cas l'arrêt de travail apporte toujours des bénéfices au rétablissement de la personne? Il peut estimer que l'état de santé finalement, l'arrêt de travail n'a plus de bénéfice dans l'évolution de l'état de santé. Il met un terme à l'arrêt de travail. La personne va voir son médecin du travail en se disant: «Bon, bah, mon arrêt est fini, il faut que je reprenne le boulot». Et là, on se retrouve face au médecin du travail qui dit: «Ah non, mais moi, là, dans votre état de santé, la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas possible de reprendre votre activité professionnelle». En fait, c'est parce que le médecin du travail, lui, il se réfère au poste de travail et à l'entreprise dans laquelle vous exercez, pas forcément à votre capacité de reprise du travail de façon globale. Voilà, donc ces questions-là peuvent aussi se poser dans le cadre des épuisements professionnels. Parce qu'effectivement, la question centrale qui va rapidement se poser souvent pour les personnes en épuisement professionnel, c'est: est-ce que je vais pouvoir reprendre le travail que j'occupais jusque-là? Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail? Est-ce que les conditions dans lesquelles voilà, j'ai travaillé et qui m'ont conduit jusqu'à cet état d'épuisement professionnel, est-ce qu'elles vont pouvoir être rectifiées? Est-ce que l'état d'épuisement dans lequel je suis arrivée ne me permettra pas du tout d'envisager une reprise dans l'environnement, de travail dans lequel je travaillais jusqu'à maintenant? Ça va être une question à enjeu, voilà, essentiel et qui va déterminer, votre reprise du travail. Donc comment justement commencer à anticiper cette question-là? On a effectivement au niveau de la médecine du travail la possibilité de demander une visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise, elle est gratuite.
Vous pouvez la demander à n'importe quel moment de votre arrêt de travail. Vous pouvez même en faire plusieurs, hein, et vous n'êtes pas obligé d'informer votre employeur que vous avez sollicité cette visite-là. Elle peut rester tout à fait confidentielle. Alors effectivement, si à un moment donné, il y a une question d'aménager votre poste ou de revoir vos conditions de travail, bah, ça peut être intéressant que le médecin du travail se remette en lien avec votre employeur. Mais sachez que voilà, il n'y a pas d'obligation d'en informer votre entreprise si vous souhaitez voir le médecin du travail pendant votre arrêt de travail. Et au contraire, c'est plutôt conseillé de le faire voilà, assez rapidement dans l'arrêt, peut-être à plusieurs étapes de votre arrêt de travail et différentes étapes de votre établissement pour commencer voilà, à envisager des choses. Ça peut être aussi, s'il y a des conditions de travail qui vous ont conduit jusqu'à l'épuisement, important que le médecin du travail en soit informé et puisse aussi, voilà, peut-être engager, voilà, des alertes au niveau de l'employeur. Heu, Peut-être qu'il a aussi connaissance, le médecin du travail, d'autres situations d'épuisement professionnel dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc voilà, tous les bénéfices de la visite de pré-reprise sont là, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'idée vraiment de prévenir, aussi pour les autres qui sont encore au travail et de prévenir aussi, les potentiels risques, voilà, de rechute à la reprise et vous, de préparer votre reprise du travail, à savoir de déterminer est-ce que vous allez pouvoir reprendre ou non dans votre, emploi, précédent, antérieur. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur la visite de pré-reprise. Il y a aussi une nouveauté, alors qui est plus tellement nouvelle parce qu'elle date de la loi du 2 août 2021, hein, qui a permis de renforcer la prévention en santé au travail, la loi santé travail, qui a introduit du coup une obligation, pour l'employeur, pour les arrêts plus de 30 jours, de proposer systématiquement un entretien de liaison, un rendez-vous de liaison aux salariés en arrêt de travail. Donc c'est une obligation de le proposer, mais à savoir aussi, quand vous êtes salarié, il n'y a pas d'obligation de l'accepter non plus. Par contre, si vous êtes dans une dynamique soit de reprise de votre activité professionnelle, soit peut-être parce que finalement le cheminement que vous allez avoir pendant votre arrêt va vous amener à envisager de vous reconvertir ou de changer de travail, ça peut être intéressant quand même peut-être d'essayer d'étudier avec votre employeur soit toutes les possibilités de maintien, soit d'en déduire que vous ne reprendrez pas votre activité professionnelle et peut-être de, aussi solliciter l'employeur, dans un accompagnement à votre projet de transition professionnelle sur un projet externe à l'entreprise. Voilà, à mon sens en tout cas, alors je sais qu'il n'est pas déployé encore partout, que voilà, on est encore dans la mise en œuvre de ce rendez-vous de liaison, mais tout l'enjeu de ce rendez-vous de liaison, il est là aussi. C'est, préparer à la reprise, mais aussi dans des situations où la reprise n'est pas possible, de pouvoir soutenir le salarié dans son projet de transition, professionnelle, externe. Voilà. Donc à savoir aussi, sur les questions de reprise du travail, la question aussi des reprises progressives. On parle beaucoup souvent de mi-temps thérapeutique. Et souvent, j'explique aux personnes que non, on parle de mi-temps thérapeutique dans le langage courant, mais en fait, on est plutôt sur la possibilité éventuellement de reprise du travail à temps partiel thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut très bien être au-delà ou en deçà d'un mi-temps. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de règle de mi-temps thérapeutique. Donc, le temps partiel thérapeutique, c'est quoi? Eh ben, finalement, c'est une prolongation d'un arrêt de travail à temps partiel. Ce qui permet, aux personnes qui, lorsqu'elles ont, récupéré, lorsque la reprise médicale est envisageable, bien évidemment avec l'accord du médecin traitant, avec l'accord du médecin du travail, de reprendre de façon progressive. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'adapter le rythme de travail. C'est pareil, il n'y a pas non plus de règles figées. On peut très bien se dire, bah, sur, les 2 premiers mois de temps partiel thérapeutique, on est en deçà d'un mi-temps thérapeutique, d'un mi-temps de travail et puis qu'au bout de 2 mois, on refait le point et on réaugmente progressivement en fonction de comment ça se passe, le temps de travail. Donc se dire que ça aussi, c'est un des outils, c'est un des leviers, pour reprendre une activité professionnelle. Alors bien évidemment, ça se fait dans l'entreprise dans laquelle on travaille, si en tout cas on est salarié, au moment de l'arrêt de travail. C'est aussi un levier et ça très important parce qu'effectivement, alors je j'ai plus la date du changement législatif, avant le temps partiel thérapeutique, on ne pouvait le solliciter qu'à la suite d'un arrêt de travail à temps plein. Sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien
aussi quand vous avez, par exemple, malheureusement, des signaux de fatigabilité, que vous sentez, voilà, il y a un risque d'épuisement, ça peut être aussi un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer pour éventuellement demander une prescription d'arrêt de travail en temps partiel thérapeutique. Il n'y a plus la nécessité de passer par un arrêt à temps plein, hein, donc ça, c'est vraiment important. Vous pouvez aussi diminuer votre temps de travail pour des raisons médicales sans nécessairement aller sur un arrêt de travail à temps plein. Donc voilà, vraiment un levier intéressant. Voilà. Sur les questions de la réorientation, pendant l'arrêt de travail. Alors ça peut être effectivement quelque chose qui émerge, souvent après avoir fait quand même tout un travail, sur soi, hein. Ludwig en a un petit peu, parlé tout à l'heure. Voilà, il y a plein de questionnements qui se posent. Vraiment moi j'invite, hein, à pas mener ce travail seul, à vous faire accompagner par un professionnel, de la psychologie du travail ou un psychologue clinicien qui sera tout à fait à même de vous accompagner aussi. Mais voilà, vraiment ne restez pas seul, dans le cheminement et sachant qu'en plus, alors je sais qu'après le dispositif Parcours Mon Psy, il y a certaines résistances de certains psychologues et que c'est difficile d'avoir des créneaux. Mais sachez qu'aussi vous pouvez avoir accès à des consultations gratuites de psychologues sur orientation du médecin traitant. Alors voilà, j'ai bien en tête que c'est pas toujours facile, d'avoir des créneaux disponibles, concrètement. Mais voilà, tenter quand même par ce biais-là de pouvoir accéder, au moins à quelques séances de psychologue. Je crois que c'est 10 séances gratuites qui sont renouvelables une fois, heu, par le médecin traitant et probablement qu'à terme, là, sans pourparler, ça va être beaucoup plus, simplifié au niveau du dispositif, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous pourrez probablement aller en direct rencontrer un psychologue, donc et être remboursé. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, ça reste sur prescription du médecin. En tout cas, une fois que tout ce cheminement-là sur vous-même est fait, donc effectivement, l'issue de votre cheminement, quand vous allez récupérer de l'énergie, vous dire: «Bah, voilà, là, ma conclusion, c'est que je ne peux pas retourner dans les conditions de travail, dans lesquelles j'étais». Donc l'arrêt, il est là aussi, ça c'est important aussi de vous le dire, heu, pour vous reconstruire et pour vous projeter et anticiper la reprise du travail. Et reprise du travail, ça ne veut pas dire forcément reprise du travail que vous occupiez avant, mais reprise du travail tout court, heu, reprise d'une activité professionnelle si vous préférez. Donc l'idée, c'est que même si vous avez un projet de reconversion, de transition, vous pouvez tout à fait mettre à profit ce temps d'arrêt de travail-là pour préparer ce projet professionnel. Parce qu'on sait bien, voilà qu'il y a des angoisses inhérentes. «Ah bah là, je vais perdre mon emploi, je vais pas pouvoir je risque d'être licencié pour inaptitude». Enfin, c'est des réelles questions qui se posent, qui sont très angoissantes. Mais dites-vous que ce temps d'arrêt-là aussi, il peut être utile à ça et au contraire, c'est un moyen aussi de vous recentrer sur vous-même, de faire le point au niveau professionnel, personnel et de reconstruire un nouveau projet, que ce soit projet de vie, projet professionnel. On le sait tous, on n'est pas, fabriqué en silo avec, un côté le personnel et de l'autre le professionnel. Souvent, c'est quand même plutôt interdépendant, et que quand on touche à une sphère, professionnelle, souvent la personnelle est, voilà, concomitante et impactée et vice versa. Donc, le moment de l'arrêt, c'est aussi un temps, pour ça. Ça peut, voilà, au niveau professionnel, pour travailler à son projet de vie dans l'ensemble. Donc sachez que si vous êtes salarié, heu, là, quelques personnes le savent, mais je me rends compte que beaucoup ne le savent pas, quand je pose la question, vous avez accès au conseil en évolution professionnelle qu'on appelle le CEP. C'est un service public gratuit, hein, qui est accessible par un numéro vert, qui peut être, en tout cas, accessible en présentiel ou en distanciel, qui permet de faire un premier point, sur son projet professionnel, sur là où on en est. Donc c'est toujours bon à prendre, c'est pareil, c'est accessible pas forcément qu'une fois, c'est à disposition des personnes. N'hésitez pas à solliciter ce premier point par téléphone, ou de visu, qui est gratuit. Donc ça vraiment j'insiste, c'est une première étape.
Après, on a plein de dispositifs de transition professionnelle qui peuvent être mobilisés pendant l'arrêt de travail. Alors là, au vu du temps qu'on dispose, je vais pas tous vous les détailler, et c'est pour ça que le conseil en évolution professionnelle est important aussi parce qu'il, donne de l'information sur tout ça. On a par exemple, je vous donne juste quelques exemples, le dispositif qui s'appelle l'essai encadré. L'essai encadré, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet, pendant un arrêt de travail, avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, du service social de l'assurance maladie, de réaliser un stage, une immersion d'entreprise pendant l'arrêt de travail, qui peuvent être de 15 jours renouvelables une fois. Donc c'est quand même des outils fondamentaux qui peuvent nous permettre de reprendre contact avec le travail. Cet essai encadré, il peut aussi avoir utilité soit pour aller faire une immersion dans l'entreprise où on travaillait sur un autre poste, par exemple, pour voir est-ce que ça le fait, est-ce que ça le fait pas. Et ça peut être tout à fait aussi dans une autre entreprise. Donc voilà, ça c'est des leviers qu'on peut tout à fait activer si c'est préparé, coordonné pendant l'arrêt de travail. D'où l'intérêt de vraiment s'appuyer sur les différents acteurs de la prévention. On appelle ça la prévention de la désinsertion professionnelle. Je trouve ça pas ça très beau. On va dire les acteurs du maintien en emploi, je préfère, c'est un peu plus positif. Mais en tout cas, voilà, de pas hésiter à solliciter tous ces acteurs, voilà, le médecin du travail, ça peut être aussi le service social de l'assurance maladie ou le service social s'il y en a un de votre entreprise, parce qu'il y a aussi des entreprises qui ont un service social du travail. Ça, c'est important aussi, qui sont des interlocuteurs, voilà, importants, et qui peuvent tout à fait vous aider à coordonner les actions des différents acteurs et à y voir plus clair surtout. Parce que on est nombreux et même nous-mêmes, quand on est dans le dans le mouvement, parfois on s'y perd. Donc voilà, un interlocuteur, un conseil, un acteur, c'est jamais de trop. Heu, voilà. Donc je vous donnais l'exemple de l'essai encadré, donc ça peut être tout à fait un dispositif à actionner. Sachez aussi que le bilan de compétences qui peut être finançable et mobilisable par le compte personnel formation, puisqu'on a tous normalement un compte personnel formation qui est alimenté petit à petit à force de nos expériences professionnelles par nos employeurs. En tout cas, vous pouvez tout à fait réaliser un bilan de compétences aussi pendant l'arrêt de travail dès lors que votre médecin traitant est d'accord et que la caisse primaire l'est aussi. C'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui peut vous permettre de faire un point, d'explorer, de mettre tout à plat sur vos champs de compétences et de commencer à envisager un autre projet professionnel. Il y a aussi la formation continue. Certaines personnes sur des formations très courtes qui parfois dans la construction d'un projet professionnel, je donne l'exemple par exemple, ne maîtrisent pas l'informatique, il faut qu'elles fassent une petite formation Excel. Ça, c'est des petites formations qui peuvent être aussi effectuées pendant l'arrêt de travail avec l'accord, bien évidemment, de votre médecin traitant et de la caisse primaire ou voilà, de la fonction publique si vous êtes fonctionnaire. Après, voilà, il y a des combinaisons, des modalités de financement qui sont plus ou moins possibles. Voilà, ça peut être le CPF, ça peut être parfois des cofinancements. Il y a des dispositifs aussi qui peuvent être mobilisés pendant l'arrêt de travail, qui sont cofinancés par les caisses primaires et aussi par les Cap emploi, enfin, l'AGFIP qui finance les Cap emploi. Voilà, il y a plein de choses comme ça, en tout cas, qui sont mobilisables et qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà pour le je vais peut-être m'arrêter là pour en tout cas, les dispositifs de reconversion. Tout à l'heure, on parlait, enfin, Ludwig a évoqué la question du sens et effectivement, le l'épuisement professionnel, à un moment donné, je parlais aussi tout à l'heure de sphère personnelle, sphère professionnelle. L'épuisement professionnel vient vraiment chambouler, la question du sens dans sa globalité, du sens de la vie, du sens du travail, et que vraiment l'objectif et l'importance dans ce parcours de rétablissement, c'est vrai que je parle plutôt de rétablissement, c'est une notion qu'on donne plutôt en psychiatrie, mais qui pour moi finalement, pourrait tout à fait se transposer sur tout type de problématiques de santé. Heu, Parce que malheureusement, on n'est pas toujours certain de récupérer totalement l'état initial, d'avant l'arrêt de travail. Mais en tout cas, voilà, l'objectif du rétablissement, heu,
c'est de retrouver un équilibre, un juste équilibre. Et ce qui est important de se dire aussi, c'est que voilà, le juste équilibre, il nous appartient. C'est que voilà, moi j'ai un peu des fois du mal avec les recettes toutes faites, au risque de vous décevoir, j'ai l'impression qu'il y en a pas. Heu, Chacun va aller piocher à des endroits et va se reconnaître ou s'approprier des choses qui vont l'aider à avancer. Heu, mais voilà, ce qui va faire avancer une personne ne fera pas avancer, forcément une autre. Donc voilà, il y a vraiment une forme de singularité, d'individualité des cheminements. Et ça, voilà, c'est important aussi, de se l'autoriser soi-même, que voilà et d'accepter que voilà, il n'y a pas de règles, que c'est un équilibre qui est délicat, qui ne se décrète pas non plus, heu et que ça vient aussi à un moment donné, questionner notre rapport à l'existence, notre rapport au travail et que justement cet équilibre-là, pour le trouver, il nécessite du temps, pour qu'on s'y attarde, hein. Qu'on le conscientise. C'est pour ça que je parlais que voilà, de l'importance de se faire accompagner, heu, pour identifier vraiment, voilà, ses valeurs, ses besoins et cetera. Tout ça demande, heu, un besoin de penser, heu et d'élaborer pour pouvoir se reconstruire et surtout pour comprendre ce qui s'est passé et ne pas nécessairement, rentrer dans les mêmes mécanismes, qu'on a connus. Ludwig a exposé, hein, tout à l'heure le processus, d'épuisement professionnel et effectivement, c'est toute une mécanique qui se met en place et l'idée aussi quand on va vers une reprise du travail, c'est de pouvoir être en capacité à terme de repérer ces mécanismes-là et de pouvoir agir au plus tôt pour éviter, la rechute, hein. Parce que alors j'ai pas les chiffres en tête, mais heu, il y a, possibilité de rechute aussi, d'épuisement professionnel, pour certaines personnes, qui voilà, peut-être des profils particuliers. Alors là, après, je n'ai pas d'apport théorique, heu, suffisamment étayé, pour en dire quelque chose, mais voilà. En tout cas, sachez que la rechute, en tout cas, est possible quand on a connu un épuisement professionnel. Donc c'est important vraiment de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir mieux le prévenir à l'avenir. Voilà, j'ai parlé vite, j'ai dit beaucoup de choses, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus et puis, je vais m'arrêter là et puis, peut-être un temps de questions me permettra de compléter un petit peu les propos. Et je vous remercie en tout cas de l'attention. Bah, merci beaucoup Hélène. Je trouve qu'effectivement, oui, oui, ça dit beaucoup de choses sur l'après et on se rend compte qu'effectivement c'est un long processus évolutif entre l'avant, le pendant et l'après et qu'il n'y a pas de baguette magique, qu'on n'est pas à Poudlard et chez Harry Potter pour, effectivement, réussir, à s'en sortir. Alors on peut prendre quelques minutes effectivement pour, si tu le Pour les souhaites, questions, oui, parce que je ne sais plus jusqu'à quelle heure on avait dit la on avait fin? dit 20h, hein, donc on a Ouais, on a un petit un temps. quart d'heure. Moi, de ce que je lis dans les questions, alors on peut prendre Oui? les réflexions une par une, hein, mais il y a cette grande question qui revient et que j'ai pu constater également personnellement sur, voilà, tout ce qu'on vient de dire, c'est très beau, c'est prescrit presque, si on prend le côté de la prescription d'un parcours, mais c'est la question de la capacité de la personne, quand elle est en burn-out, à se saisir effectivement de ce parcours. Et c'est vrai que, bah oui, quand on est en burn-out, est-ce qu'on est capable de pouvoir mobiliser toutes ces forces nécessaires pour mettre en place cette reconnaissance, euh, d'aller voir un médecin du travail, d'aller voir un psychologue du travail, et parce qu'il y a aussi la question de, oui, donc c'est bien, mais il me faut 3 mois. 3 mois pour avoir un rendez-vous psychologue, oui, mais il n'y a plus de médecin du travail. Et donc, c'est vrai que je trouve qu'on est confronté aujourd'hui, pareil, finalement, soit à l'incapacité de base, voilà, de ne pas pouvoir se reprendre en main tout de suite et de mettre en place toutes les démarches, la reconstruction, et au manque de moyens derrière pour justement accompagner les personnes, quoi. Et oui et justement, c'est vrai qu'il y a il y a l'idéal du parcours, hein, c'est un peu là ce que je vous ce que je vous ai présenté et effectivement, on se rend rapidement compte, il y a plein de choses qui interfèrent, hein, parce que même les médecins, c'est des humains et c'est pareil sur la question de la prescription de l'arrêt de travail, on peut avoir des différences de sensibilité.
aussi, ça c'est une réalité entre les médecins traitants sur la question de l'épuisement professionnel. Ne serait-ce que déjà sur la prescription et la durée des arrêts de travail, il y a de la «tolérance» entre guillemets. Enfin, moi j'ai encore une dame l'autre jour qui me disait, voilà, en gros, on lui indiquait qu'il allait falloir qu'elle se presse un petit peu de reprendre, quoi. Donc on est aussi aux prises avec le médecin traitant qui, bah, lui, a sa réalité et puis finalement, on est tributaire de sa prescription d'arrêt de travail, hein, ça c'est clair, hein. Donc ça, c'est un paramètre aussi à prendre en compte. La question de la médecine du travail, alors j'ai vu qu'il y en avait une personne là qui effectivement disait s'il y avait plus de médecins du travail. Alors ça, c'est étonnant. Alors, là, faudrait voir dans quel cadre, parce que normalement, il y a une obligation légale, d'avoir une médecine du travail. Alors, du coup, ça m'interpelle. Après, si on est demandeur d'emploi, effectivement, il y en a pas, mais bon, là, normalement, c'est une obligation légale. Donc, je ne sais pas. Alors après, je sais que pour des fois, des personnes qui sont en CESU, c'est-à-dire qui travaillent à domicile, qui sont, par exemple, qui sont salariés des employeurs particuliers, bah, là se pose la réelle question, hein. Les employeurs particuliers, ils cotisent pas à la médecine du travail parce que je pense que déjà ils y pensent pas et puis c'est toujours délicat pour le salarié de demander à un particulier employeur, de payer la médecine, mais en théorie, c'est une obligation légale, mais on se voit bien que dans le concret, c'est pas le cas. Donc bah, là, à part le médecin, traitant qui peut émettre un avis, on n'a pas d'interlocuteur par rapport au poste de travail, effectivement. Voilà. Donc, après, on peut demander éventuellement de payer une consultation avec le médecin du travail, mais bon, c'est encore autre chose. Alors, Voilà. oui, moi je voudrais répondre à la question, voilà, quand on dit quand on est au fond, au début du burn-out, c'est impossible de se poser toutes ces questions. Oui, Oui. complètement. C'est pour ça, en fait, que ce soir, on est dans la prévention, dans l'explication pour éviter d'être dans le curatif. C'est-à-dire que, enfin voilà, moi personnellement, je suis beaucoup sur la prévention primaire, ce qu'on fait ce soir en webinaire, ce qu'on peut faire en formation dans les institutions, dans les entreprises, ou en conférence, ou dans l'écriture, c'est justement pour prévenir, avoir des éléments de compréhension du phénomène et pouvoir accompagner collectivement et individuellement les salariés. Je pense que c'est en ayant des éléments de connaissance qu'on évitera effectivement de tomber dans le trou. C'est en prenant soin des collègues, c'est en renforçant les collectifs de travail. Vous savez, il y a 3 sortes de prévention, hein. Il y a la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire dans les institutions s'intéresse à tout ce qui va être contexte, cadre, organisation, moyens de travail. Hein, donc, on va être sur l'analyse du système, hein, pour donner les moyens aux personnes d'être au bien-être au travail et d'avoir une véritable QVCT au travail. Vous allez avoir la prévention secondaire qui va consister à faire des formations continues dans votre entreprise ou institution sociale, médico-sociale. Par exemple, tout ce qui est les formations sur la gestion du stress, par exemple, pour supporter le stress, qui ne va pas forcément s'attaquer aux sources, aux causes du mal-être au travail, hein, et qui va vous aider, par exemple, à supporter le conflit interpersonnel, ou quand on est dans le médico-social, travail social, le conflit avec les personnes qu'on accompagne, les usagers, à avoir des techniques. Et puis, vous avez la prévention tertiaire, curative, qui effectivement, celle qu'Hélène a pu présenter là, sur, ben voilà, une fois qu'on est tombé malade, comment effectivement on se guérit. Donc, je vous le donne quand même en mille, hein, c'est la prévention primaire qui est quand même la plus Oui. efficace, mais la moins utilisée parce que ça nécessite à ce que les organisations se remettent en question. Je crois qu'il y a aussi quelque chose, j'ai envie de dire, c'est que quand on voit qu'effectivement le coût des arrêts de travail, on disait des maladies psychiques, des arrêts de travail, si je me fais presque l'avocat du diable des dirigeants, faites en sorte qu'effectivement vos salariés soient bien, ils pourront produire comme vous le souhaitez, plutôt que d'avoir une perte d'efficacité productive. Donc, c'est aussi un changement d'idéologie dans les manières d'encadrer, de diriger, de manager, de donner des moyens pour éviter que vos salariés soient en burn-out, qu'il y ait du turnover et que vous perdiez en efficacité de travail, quoi. Effectivement, si je peux compléter, en fait, on a beaucoup individualisé
l'épuisement professionnel jusqu'à maintenant, c'est vrai que moi, en plus de la façon dont je l'ai abordé, sur la reprise, forcément, c'est l'individu, même si, si je l'avais abordé d'un côté de l'employeur, il a sa part aussi, hein, je parlais de l'entretien de liaison. Je pense que, voilà, là, l'employeur, il a une carte à jouer aussi sur les reprises du travail. Parce que bon, ça peut arriver que malheureusement ce soit déjà trop tard, mais bon, il est jamais trop tard de rectifier le tir. Donc voilà, l'entretien de légion, le lien avec la médecine du travail sert aussi. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est effectivement que l'épuisement professionnel, souvent les entreprises, l'individualisent. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bah, finalement, ça vient de la personne, quoi». Et quelque part, on se dit: «Bon, bah, elle a pas tenu, elle a pas supporté les conditions de travail», et c'est un peu le travers, hein, ça je pense que c'est un fonctionnement, implicite, hein, finalement, une réaction. Alors est-ce que c'est aussi une forme de déni parfois parce qu'on n'a pas envie de trop aller gratter là où il faudrait aller gratter? Mais bon, voilà, et c'est ce qui fait que finalement on s'empare jamais vraiment suffisamment du moins, de la question des conditions de travail et de l'organisation du travail. Heu, voilà, qui sont souvent, le la partie, voilà, qui suscite des risques, heu, dans les risques des psychosociaux en fait, hein, sur la question des facteurs de risque avec, voilà, quelle, latitude décisionnelle on a, l'intensité, voilà, le temps de travail. Il y a plein de facteurs en fait, hein, qui pourraient déjà, en amont, être pris en compte. Mmh. Oui, ouais, ouais, enfin, je ne sais pas si tu avais terminé, du coup. Oui, vas-y, oui, oui, oui. Je voulais rebondir sur il y a une question qui posait sur, effectivement, il n'y a plus de médecin de travail depuis mars dernier. Ouais, j'ai vu, parce que Ah c'est oui, un médecin l'obligation, de c'est ça. prévention en Oui, fait, la fonction oui, publique, oui. hospitalière. Mmh. Il n'y a pas d'obligation de voir le poste et d'accepter les aménagements évoqués par le médecin du travail. En fait, moi, ce que je mets un petit peu en balance, un peu en critique, c'est que, bien sûr qu'il y a la loi qui oblige l'employeur à à mettre en place des plans de prévention des risques industriels, psychosociaux. Donc, il y a une obligation de moyens à mettre en place, mais je pose la question de l'obligation de résultat. Parce que oui, vous pouvez faire un audit, oui, vous pouvez avoir des préconisations, donc vous pouvez mettre en place des préconisations. Alors tout ça, c'est pareil, hein, la temporalité entre un audit RPS, ensuite la mise en place du mieux-être et le résultat, il peut se passer beaucoup de temps pour les salariés qui sont en souffrance ou les équipes de travail sur le terrain avant de voir arriver de l'amélioration. Et c'est pas dit qu'au final, il y ait effectivement des résultats tangibles. C'est-à-dire que l'employeur, il a répondu à la loi, hein, c'est qu'effectivement, il a un plan de prévention des risques dans son entreprise, et il peut aussi très bien dire, mais regardez, moi, je mets en place les choses. Et à la fin, par exemple, s'il me faut 60 000 euros, je dis complètement des choses dans le vent, s'il me faut 60 000 euros pour refaire les bureaux, parce qu'au niveau ergonomie du travail, par exemple, ben, je ne les ai pas. Donc c'est très bien les préconisations, mais de toute façon, je ne vais pas non plus avoir les moyens de faire une extension, de rajouter un étage ou de créer des cloisons. Donc il y a aussi cette question-là que moi qui des fois que je me pose sur entre très bien, il y a la loi, on est dedans, mais après, quid du résultat? Et puis l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, sur le manque de médecins, ça me faisait aussi penser au contrôle des généralistes. Aujourd'hui, j'ai un médecin qui m'a dit: Je suis contrôlé, je me suis pris un avertissement hein, par l'Inde nationale, là, parce que je prescris trop d'arrêts de travail. Donc, monsieur, je peux vous mettre 3 jours, mais au bout de 3 jours, si vous souhaitez une prolongation, il faudra effectivement aller chez une consultation psychiatre parce que bah, on est effectivement nous aussi surveillés et on se prend voilà, on se prend des pénalités, des amendes. Euh, et ça, effectivement, bah, ça vient aussi d'au-dessus de l'Ordre national des médecins. Donc, c'est aussi un projet, je trouve, de société. Hein, et c'est quoi le travail? Qu'est-ce Mmh. qu'on veut, effectivement, que les gens fassent de leur travail? Quand aujourd'hui, on parle de semaine de 4 jours, quand aujourd'hui, effectivement, on voit le nombre d'affections psychiques, et quand on voit l'obligation, effectivement, d'aller au travail, ou du contrôle, effectivement, des travailleurs précaires ou chômeurs, etc., derrière, je pense que ça répond aussi à certaines questions qui nous sont posées là, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on prend en compte la souffrance au travail quand le burn-out n'est pas une maladie, entre guillemets, je mets des guillemets, reconnue comme une maladie?
si elle était reconnue, effectivement, je pense que les chiffres exploseraient. Bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est pas reconnu. Sûrement, à mon avis, je pense que c'est voilà, c'est une des bon après voilà, ça c'est un point de vue individuel, mais bon, je pense qu'il y a quand même ça derrière, il y a un coût. Voilà. Mmh. Oui, oui, il y a un coût du travail, effectivement, mais c'est à prendre en compte parce qu'effectivement, oui, oui, c'est pour les employeurs, quoi. Je lis les questions en même temps. Ouais. Après je rebondis, tout à l'heure tu parlais des collectifs de travail, de dialoguer et cetera et c'est vrai que moi ça me parle parce que, bah, du coup j'étais formée à la clinique de l'activité là notamment, qui est soutenu par Exclos et du coup, c'est vrai que l'approche sur le dialogue autour du travail et finalement, quand on dit aussi: «C'est quoi le travail?» est-ce qu'on parle vraiment, quand on est au travail de qu'est-ce qu'on fait comme travail? Finalement, c'est et comment on fait notre travail, dans quelles conditions on fait notre travail et ça, c'est des temps, finalement, qui pour beaucoup n'existent pas, puisque les temps de réunion, voilà, où on est en collectif, on va être sur de l'information, plutôt descendante, sur de l'organisation pratico-pratique, mais sans venir vraiment, questionner peut-être les points, d'achoppement, hein, qu'il peut y avoir dans les collectifs de travail et tout ça finalement, bah, c'est des choses qui vont finir en rumination, individuelle, heu et c'est le terreau fertile, voilà pour, bah, déjà psychiquement, ruminer dans son coin, heu, les conflits interpersonnels, tout ça c'est des facteurs de risque importants, mais parce qu'on ne parle plus finalement du travail. Comment on a envie de travailler? Qu'est-ce qu'on a envie de faire comme travail? De quelle façon on fait notre travail? Je rebondis, hein, parce qu'on vient tous les 2 du secteur médico-social, mais c'est vrai que notamment dans des métiers avec des exigences émotionnelles importantes, avec des on va dire un cadre éthique, déontologique, des ch voilà, pas mal de choses, dans le rapport à l'humain aussi qui interfèrent. Le fait d'avoir des espaces, pour questionner, comment on veut travailler, accompagner les personnes, c'est fondamental. Heu, de se fixer des règles, hein, on appelle ça, pareil, on parle des règles de métier, hein. Il y a les règles effectivement qui sont prescrites, on va dire le règlement, la façon de faire les choses, voilà, les procédures et cetera. Mais il y a aussi, des règles qui sont inhérentes au métier de chacun et qui sont importantes de voilà, d'aborder. Et en fait, tous ces espaces de dialogue, de collectif qui sont un peu, amputés, empêchés, du coup, font que les gens, bah, se réduisent au silence et puis finalement subissent le travail, quoi. Mmh. Mmh mh. Oui, oui. Oui, oui, non, c'est tout, ouais, c'est tout à fait ça, hein. Je sais pas, peut-être pour conclure, parce qu'il y a encore des questions, mais Oui, effectivement, c'est à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas obligé de partir de soi-même pour se protéger? Moi, j'ai envie de dire que se battre contre des moulins à vent, c'est une chose. C'est vrai que quand on est engagé dans des métiers qui ont du sens, bah, on n'a pas envie, de le laisser, mais on y laisse notre peau. On y laisse notre peau et effectivement, celle des autres qu'on emmène avec nous. Et donc, je pense qu'effectivement, si on peut se trouver dans une institution qui n'est pas en capacité soit de se remettre en question, de travailler sur l'organisation, de donner plus de moyens, malgré effectivement tout l'amour qu'on peut avoir pour notre travail, c'est effectivement où on le met dans le curseur de notre vie, sur est-ce que c'est le travail qui va me bouffer ou est-ce que je vais essayer effectivement d'aller rebondir ailleurs, même si on sait que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais pour effectivement me donner les moyens avant qu'il soit trop tard, oui, de partir s'il n'y a pas d'autre solution. mmh. Ouais et tout ça, c'est difficile et puis j'entends bien, hein, c'est vrai que j'ai lu beaucoup, voilà qu'on effectivement, ces réflexions-là, on les a pas tout de suite, ça prend du temps. Enfin, moi, je parlais de je parlais de mon expérience personnelle, hein, moi, j'ai connu 2 arrêts de longue durée d'1 an. C'est le temps qu'il m'a fallu pour, à peu près me reconstruire, même si aussi, bah, c'est pareil, on retrouve, hein, on se rétablit, on retrouve un équilibre, heu, mais ça reste un équilibre qu'il faut entretenir aussi. Donc voilà, ça reste toujours un petit peu, fragile, malgré tout. Voilà, donc alors après il y a des personnes qui vont être plus ou moins voilà, se reconstruire et être plus ou moins solides et puis après on est tous différents aussi, mais ça reste un équilibre et un équilibre finalement, que ce soit avec des événements de la vie personnelle, des événements de la vie professionnelle, il est toujours mouvant et il peut à un moment donné,
voilà, est amené à vaciller pour X ou Y raison, parce que la vie fait que, voilà. Et donc oui, ça prend du temps. Et toute la difficulté, effectivement, c'est aussi de pouvoir le prendre ce temps, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des questions, voilà, des fois financières qui se posent sur l'arrêt de travail quand il n'y a pas de prévoyance, etc. Et c'est vrai que ça, quelque part, c'est pas forcément bénéfique non plus pour les personnes, pour la santé publique non plus, parce que c'est des personnes qui vont pas pouvoir se rétablir correctement. Il y aura quelque chose peut-être qui ne sera pas encore totalement remis, ou alors devront tenter de se rétablir dans des conditions pas forcément favorables, quoi. Oui. Et Laurent fait bien de nous préciser, et comme ça je le dis pour tout le monde, qu'effectivement au 1er janvier 2022, l'OMS a inscrit l'épuisement dans le tableau des maladies professionnelles. Donc l'Organisation mondiale de la santé reste à voir leur traduction, effectivement, en France, oui, c'est pas le cas ici, quoi. Sur la France, quoi. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est dur de lâcher. Mais je crois que ça bouge dans certains pays. Je sais plus, j'entendais ça l'autre jour. Il y a des pays où ça y est, c'est passé, des pays européens. Mais, oui. je sais pas en tête exactement. Est-ce qu'il y avait des questions spécifiques, ou ça me semble plutôt on a fait à peu près le tour? Alors c'est vrai qu'après j'entends voilà, des personnes qui sont en difficulté par rapport aux médecins. Pas hésiter quand même à s'appuyer sur le médecin traitant malgré tout, alors même si j'entends bien qu'il peut pas tout faire non plus. Puis, pas forcément spécialiste non plus. Il y a, donc tu as parlé de tous les professionnels, mais peut-être effectivement pour conclure, beaucoup de réseaux ou de plateformes avec d'autres professionnels aussi qui peuvent vous aider, puisqu'on sait que les prises en charge peuvent être aussi pluridisciplinaires. N'oubliez pas le service social de l'entreprise, de la fonction publique. Il y a des centres de gestion aussi en fonction publique hospitalière, en fonction publique territoriale. Il y a des centres sociaux, voilà, donc c'est important. Et voilà, caisse d'assurance maladie, les personnes du régime agricole, il y a un service social MSA, il y a un service social maritime pour ceux qui sont du régime maritime, les militaires, il y a un service social aussi. Donc vraiment, je vous invite à vous diriger si à un moment donné vous êtes perdu et qu'il n'y a pas d'accès nulle part. Déjà de contacter un travailleur social peut-être pour un premier point, et puis qui pourra peut-être vous accompagner et vous aider dans la coordination des différents acteurs si vous avez des difficultés à accéder aux soins ou autres, quoi. Parce que c'est ça aussi, le travail social, c'est aussi l'accompagnement à l'accès aux soins, aux droits. Oui, exactement. On va peut-être devoir conclure. Oui, tout à fait. Je sais pas ce que tu penses, parce que c'est vrai qu'on pourrait en discuter encore longtemps. Pendant longtemps. Mais oui, donc je sais pas si pas hésiter. Je sais pas si toi tu veux dire un peu ce que tu fais, si tu veux laisser des coordonnées. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé, moi en tout cas pour le support là. Alors je l'ai pas partagé du coup. On va enregistrer, de toute façon c'est enregistré, donc sur nos réseaux, vous aurez à nouveau la vidéo avec d'autres explications, des liens, nos coordonnées, si vous avez besoin également de nous joindre. Moi, si j'ai un mot de la fin, j'ai envie de vous dire de sortir couvert, de vous protéger, de protéger les autres, effectivement, par principe, et de remettre du collectif et de la solidarité dans les collectifs de travail. Donc, soyons solidaires, recréons du lien et protégeons-nous. Merci. Bon, du coup, je conclus, moi, osez prendre soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous aussi, justement, on parlait de protéger, mais voilà. C'est important de prendre soin de soi, et surtout dans des métiers où des fois on doit prendre soin des autres. Si on ne commence pas par soi, ça va être compliqué de prendre soin des autres. Puis c'est pareil dans la famille, dans toute relation. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, voilà, à revenir vers nous si besoin via les réseaux. Et puis on va mettre tout en ligne sur, je crois que tu as une chaîne, Ludwig aussi. Oui, sur LinkedIn, sur nos réseaux, sur les Facebook, sur tout ce qu'on peut. Très bien. Merci à tous les participants, en tout cas. Merci à vous pour votre écoute et vos questions. Merci Au revoir. à toi, Hélène. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.